Bonjour, je me présente André, radioamateur français avec l'indicatif Foxtrot Unité Alpha Tango Bravo F1 ATB. Je vais vous présenter aujourd'hui Remote SDR, en fait l'interface homme-machine de Remote SDR. SDR veut dire Software Defined Radio. Cela permet d'établir, de construire des transceivers, des émetteurs-récepteurs à base de logiciels, principalement à base de logiciels et non plus à base d'électronique classique comme on l'a pu le connaître jusqu'à présent. Remote parce que ça va nous permettre d'implanter le traitement près des antennes, la partie HF et la partie traitement de signal près des antennes, afin de limiter la longueur des câbles coaxiaux, ce qui facilite énormément le travail lorsqu'on exploite des fréquences au-dessus du gigahertz. Il est difficile en fait de transférer les signaux par du coax à raisonnable coût. Il est préférable de localiser le traitement près des antennes. Ce traitement, il va falloir le manager et pour cela, on va le manager depuis le bureau ici à l'aide d'un navigateur web. Ici, j'utilise Chrome, mais en fait, nous pouvons prendre Edge, Firefox, tous les navigateurs modernes qui permettent d'implanter aussi un peu de traitement de signal dedans et de fournir la puissance de calcul nécessaire pour piloter l'ensemble Remote SDR. Alors, les SDR, il existe différents modèles sur le marché. Le plus connu, le plus utilisé, c'est probablement celui-là, le RTL SDR. C'est un système qui fonctionne en gros de 30 MHz à 2 GHz, low cost, hein, moins de 20 euros, 10-20 euros. Avec ce modèle-là, vous arrivez à faire très facilement un récepteur qui va couvrir les bandes d'aviation, certaines bandes amateurs, etc. Donc très intéressant pour débuter et comprendre ce que c'est un SDR. Les logiciels pour les utiliser, on les trouve sur PC gratuitement. RTL SDR également, un modèle qui lui descend jusqu'à 1,30 mégas par là, un peu plus bas en fréquence, mais c'est basé sur le même chip que le précédent. Bon, c'est de l'entrée de gamme, du low cost. Ensuite, en plus haut en gamme, on a SDR Play avec le modèle RTSP1, qui lui est un modèle qui couvre d'abord de 1 méga à 2 GHz à peu près, et surtout qui a une plus grande dynamique. Donc il est capable de traiter des signaux faibles aussi bien que des signaux forts dans une dynamique beaucoup plus intéressante. Il sera bien adapté, je l'utilise beaucoup pour ça, par exemple pour faire un récepteur décamétrique, parce qu'on couvre en même temps des signaux faibles, des signaux forts, et il faut bien sûr pas de créer d'intermodulation, etc. Le dernier modèle que je vais vous présenter, c'est celui qui m'intéresse le plus dans le cadre de notre projet de transceiver. C'est celui-là, on peut le montrer un peu mieux à la caméra. C'est le HRF1. HRF1, c'est un modèle déjà un peu ancien, mais qui a été designé en Angleterre et on trouve des copies, parce que c'est du design open source, on trouve des copies made in China. Et ce qui est très intéressant pour ce système-là, c'est qu'il fonctionne en réception, mais surtout en émission. Il y en a très très peu qui fonctionnent en émission. Celui-là fonctionne de 1 MHz à 6 GHz en réception comme en émission. Donc c'est un SDR très intéressant que l'on va utiliser dans notre transceiver. On pourra l'utiliser bien sûr pour la partie de réception et également pour la partie d'émission. Derrière le SDR, il faut mettre un processeur de traitement. Alors le plus simple bien sûr, c'est de brancher votre clé SDR sur le port USB de votre PC et vous trouvez sur internet un certain nombre de logiciels qui vous permettent de faire un récepteur très facilement qui va couvrir les bandes qui vous intéressent. Mais ici, on s'adresse à une solution qu'on a appelée Remote SDR, c'est-à-dire des SDR à distance. Alors, en fait, on va mettre le traitement derrière la clé USB sur un processeur éloigné du PC. Et pour cela, il y a sur le marché un certain nombre de microprocesseurs, de micro-ordinateurs, de nano-ordinateurs, je ne sais pas comment il faut les appeler, qui permettent de faire du traitement très puissant sur des cartes à un très faible coût. Alors je pense par exemple à la famille très très connue des Raspberry Pi. Les Raspberry Pi qui permettent de faire du traitement de signal et plein d'autres fonctions. C'est une solution intéressante, mais il existe d'autres solutions et des copies également de Raspberry Pi. Par exemple, il existe en Chine un modèle qui s'appelle l'Orange Pi, qui a également beaucoup de succès. On parle d'une orange cette fois-ci, l'Orange Pi, et qui est
en gros, pour 2 fois moins cher qu'un Raspberry Pi, vous arrivez à peu près à la même puissance de traitement. Alors, il y a beaucoup de modèles Orange Pi différents. Mais ici, par exemple, j'ai un Orange Pi One Plus qui a un processeur 64 bits, qui a une liaison Ethernet 1 gigabit, un port USB, une sortie vidéo qu'on n'utilisera pas, HDMI. Bon, qui a déjà un certain nombre de caractéristiques, surtout au niveau puissance de calcul, suffisantes pour le besoin qu'on a ici de faire un récepteur derrière la clé SDR et également de faire un émetteur. Alors, en fait, on ne s'embêtera pas. Pour avoir 2 chaînes totalement indépendantes, on aura derrière un HRF ou une clé RTL SDR, on aura un Orange Pi, pardon, pour faire le traitement de réception, et on prendra la même chose, un Orange Pi et un HRF pour faire la partie d'émission en parallèle. Ainsi, ça nous permettra d'avoir un récepteur et un émetteur qui travaillent en parallèle. C'est très intéressant quand on veut travailler en passer par satellite, parce qu'on peut émettre et en même temps recevoir son propre signal renvoyé par le satellite. La chaîne de réception. Je ne vais pas la détailler ici, elle fera l'objet d'une autre vidéo. Néanmoins, je vais vous en donner les grands principes pour que vous compreniez le fonctionnement de l'ensemble. Imaginons qu'on s'intéresse à des signaux autour de 700 mégas, à extraire par exemple une bande de 500 kHz autour de 700 mégas. Les signaux HF arrivent à l'antenne, autour de 700 mégas. Le HRF ici et le SDR ici va faire une démodulation complexe autour de 700 mégas pour extraire la bande de 500 kHz qui nous intéresse. En fait, il va faire une démodulation complexe et fournir des signaux complexes, des signaux ce qu'on appelle I et Q, des signaux directs et en quadrature, qui sont envoyés par le canal USB, sont envoyés à l'Orange Pi. Et l'Orange Pi fera le traitement par la suite, le traitement suivant, qui consistera dans notre cas à faire une voix audio. Une voix audio, c'est une démodulation de bande latérale unique. On va faire une démodulation de signaux SSB sur une fréquence très précise, la fréquence sur laquelle on va écouter ce qu'on entend par exemple ici dans le fond. Et également faire une analyse spectrale sur ces 500 kHz de large pour pouvoir présenter le spectre sur l'ensemble de la bande, comme c'est ici présenté à l'écran. Sur 500 kHz de large, vous avez le spectre de tous les signaux émis et vous pouvez surveiller ainsi en temps réel l'occupation de l'ensemble de la bande et voir où se trouvent les bonnes porteuses. On détaillera bien sûr par la suite, c'est l'objet de cette vidéo. Chaîne d'émission basée sur le même hardware avec un Orange Pi et un HRF. Alors cette fois-ci c'est encore plus simple. Les signaux de mon micro captés par le PC vont être envoyés numérisés à l'Orange Pi qui lui va générer les signaux complexes qui vont bien pour être envoyés au HRF qui lui, on va lui dire par exemple d'émettre autour de 2,4 gigas. Il va générer la porteuse qui va bien à partir en modulation bande latérale unique, à partir des signaux audio qu'il aura reçus sous forme complexe. Il en fera une translation en fréquence pour les amener autour de 2 giga et sortir un signal au niveau de l'antenne qui bien sûr au niveau de ce SDR là du HRF sera d'un niveau très faible de l'ordre du milliwatt, mais derrière on mettra des amplificateurs qui vont bien linéaires pour amener le niveau de signal HF au niveau que l'on veut pour pouvoir émettre à longue distance. Maintenant nous arrivons à l'objet de cette vidéo, c'est détailler l'interface homme-machine qui permet de piloter l'ensemble du transceiver. L'interface homme-machine, c'est-à-dire l'écran qui se trouve ici sur mon PC. Cette interface homme-machine qui va piloter les 2 Orange Pi ou recevoir les données également des 2 Orange Pi, celui d'émission et celui de réception. Cette interface tourne sur un navigateur web. Nous allons simplement étudier le cas pratique, c'est celui que j'utilise tous les jours, le cas pratique de l'émetteur-récepteur dédié au satellite QO100, au satellite géostationnaire, qui travaille à 2,4 GHz dans le sens montant et une dizaine de GHz dans le sens descendant. À présent, à l'écran, vous avez l'interface homme-machine
de ce transceiver. Alors, c'est très simple. En utilisant un navigateur Chrome, on se connecte sur le SDR de réception. On met son adresse IP dans l'adresse, dans le champ d'adresse du navigateur. Et on se connecte ainsi à l'Orange Pi par le web. On appuie sur F11 pour être en plein écran. Ça permet d'avoir une image qui utilise tout l'écran du PC pour avoir, disons, une représentation la plus confortable possible. Alors, la zone centrale en haut, c'est la zone de réception dédiée aux différents paramètres de réception avec un petit curseur qui apparaît. Voilà, il est parti. 10 Go 489 794, c'est donc la fréquence de la voix audio de réception. Voix audio de réception que l'on peut enclencher, mettre le audio on en appuyant sur ce gros bouton ici, RX Audio On. Voilà, nous sommes on, on entend le son dans le fond du canal audio de réception. Sur la droite, nous avons l'équivalent pour la chaîne d'émission avec une émission là, par exemple, un curseur qui est autour de 2 Go 4. Alors bien sûr, parce que le satellite QO100, on émet autour de 2 Go 4, il nous translate le spectre autour de 10 Go 4 pour la voix descendante. Donc il y a un petit décalage là de quelques gigahertz entre la voix montante et la voix descendante. En dessous se trouvent les spectres. Alors la bande pour les signaux bande étroite de BLU et des quelques signaux numériques du satellite QO100 s'étale sur 500 kHz. C'est les 500 kHz que vous avez ici. Alors sur fond jaune, alors c'est les amplitudes en fonction de la fréquence horizontalement. Donc vous avez une amplitude en dB, etc. Verticalement et horizontalement, vous avez les fréquences. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de porteuses qui sont présentes et vous avez l'historique de tout ceci en dessous sur fond bleu, ce qu'on appelle le waterfall ou la cascade d'eau si on traduit. Tout simplement, bien c'est les mêmes représentations spectrales, mais cette fois-ci en luminosité et verticalement. Nous avons le temps. En fait, on a l'historique des émissions, c'est très intéressant pour voir quand est-ce que des gens commencent à émettre, des gens sont arrêtés d'émettre. On a d'un coup d'œil une vue globale de l'ensemble des émissions retransmises par le satellite QO100 dans la bande des 500 kHz. Voilà. Et sur la partie gauche, nous avons quelques détails que je vous donnerai par la suite sur la partie réception de la voix audio. Voilà une vue rapide de l'ensemble de l'interface homme-machine que je vais à présent détailler. Dans la zone du spectre, nous avons deux curseurs qui sont très importants. En rouge, c'est le curseur qui correspond à la voix audio, à la fréquence sur laquelle la voix audio est pointée, la voix que l'on entend dans le fond. Voilà. Et qui correspond à la fréquence de 10 Go 489, etc., affichée en gros au-dessus. Et nous avons en pointillé orange la fréquence d'émission mais ramenée sur le spectre de réception. Ça c'est simplement lorsqu'on veut se caler sa fréquence d'émission sur la fréquence de réception ou l'inverse. Alors on va voir qu'on a une fonction d'ailleurs pour faire ça automatiquement. Là je déplace le curseur rouge, c'est-à-dire la fréquence de réception. Je me cale sur un OM quelconque. Et je peux, par la petite fonctionnalité qui est en haut à droite, RX vers TX, j'envoie le curseur d'émission sur le curseur de réception. Et là, je suis calé aux erreurs près d'oscillateur qu'on verra par la suite. Sur la fréquence d'émission est calée sur la fréquence de réception. Donc, je peux émettre sur la fréquence de l'OM qui est en train de parler. Bon, on ne le fera pas, bien sûr. Enfin, on verra ça plus tard. À présent, la zone dédiée aux récepteurs. Dans cette zone-là, vous avez en zoom ici sur votre écran, vous avez tout en haut, le chiffre le plus important, c'est la position en fréquence, la valeur en fréquence de la voix audio. La voix audio actuellement sur 10 489, 782, ça a 670 Hz. Voilà, ça va jusqu'au Hertz près. Voilà, alors, dans le cadre de QO100, on travaille sur une bande de fréquence pour le spectre de réception de 500 kHz. Bon, Remote SDR peut modifier 1 méga, 2 mégas, mais on va rester à 500
kHz de bande, c'est ce qui correspond à la bande utile du satellite QO100. On peut descendre aussi à des bandes plus basses. Alors, on écoute en fait 500 kHz, mais ces 500 kHz en réalité correspondent à plus ou moins 250 kHz autour d'une fréquence centrale du récepteur. La fréquence centrale qui est d'ici de 10 489 750 kHz dans le cadre de adapté, je dirais, au satellite QO100. Donc on a plus ou moins 250 kHz autour de cette fréquence centrale de réception. Voilà. Mais l'antenne utilisée est une antenne parabolique avec un récepteur faible bruit en tête et qui fait un changement de fréquence. On ne va pas directement traiter les signaux à 10 gigas, pardon, mais descendre ces signaux par un décalage de 9 gigas 750, c'est ce que font les têtes dans les antennes paraboliques, les têtes de lecture ont un oscillateur à quartz qui baisse la fréquence de réception, la ramène autour ici de 739, etc. C'est en fait notre fréquence de réception de 10 gigas moins les 9750, etc. qui nous donne 739 561. Voilà, la fréquence de réception du récepteur SDR sur lequel la voix audio se trouve du récepteur. Mais en fait, vous voyez, si vous faites le calcul, vous ne tombez pas juste. Pourquoi? Parce que, eh bien, la tête de réception dans l'antenne ne fait pas exactement 9 gigas 750. La pauvre tête, soumise au soleil, aux intempéries, au froid, à la chaleur, etc., bien qu'elle soit pilotée par quartz, ça a une petite erreur. Et cette erreur varie notamment avec la température, vous l'avez compris. Ce n'est pas gênant dans le cadre d'une réception de télévision large bande, c'est extrêmement gênant quand on reçoit de la BLU, la bande latérale unite, où un shift de quelques centaines de hertz rend tout de suite la conversation incompréhensible. Donc il faut compenser cette fréquence, cette erreur en fréquence de la tête qui se trouve au niveau de l'antenne parabolique. Et donc nous avons ici une correction qui est actuellement de 188 708 Hz. Alors, Remote SDR calcule toutes les secondes la correction à appliquer. Et en fait, il fait ceci en se verrouillant sur les deux balises de réception en bout de bande, en extrémité de part et d'autre des 500 kHz. Là. Auto-correction, le petit tic qui est placé ici. Et quand on est vert, ça veut dire que bien on est verrouillé apparemment, ça marche bien. Et le petit signe qui est là, en 1 Hz, 0 Hz, etc., c'est la correction qui a lieu toutes les secondes. Toutes les secondes, eh bien, on rajoute 0 Hz, on rajoute 1 Hz, on rajoute moins 1 Hz. Voilà, c'est l'estimation de l'erreur. Et ça nous donne une erreur totale de 188 kHz, 800 et poussières. À l'heure actuelle, bon, c'est pas très important. Le tout, c'est de savoir surtout que la fréquence est compensée. Voilà, donc il n'y a pas, comme d'autres personnes le font, des compensations faites par du GPS, etc., des signaux GPS qui sont très précis. Là, c'est simplement, on exploite les deux balises émises par le satellite pour se caler dessus et compenser la fréquence. Si bien qu'on arrive à des chiffres à quelques dizaines de Hertz près, qui sont à peu près corrects lorsqu'on affiche une fréquence de réception là-haut, on ne se trompe pas trop. Voilà. En dessous, on a donc le bouton de réception dont on a déjà parlé. Voilà. Et on peut faire on ou off. Là, on est juste sur un QSO en allemand. Voilà. Et puis, on a surtout les niveaux de réception audio. Alors, la réception audio qui est ici, voilà. Monter, descendre, niveau audio. Voilà, tout simplement. Et on peut modifier également le filtre. On a un filtre audio. Alors le filtre audio, lui, est appliqué non pas au niveau de l'Orange Pi, mais au niveau du navigateur web. Il y a des fonctions dans JavaScript dans les navigateurs qui nous permettent de faire du traitement de signal. Des fonctions de filtrage, passe haut, passe bas. Et voilà, donc on fait un petit filtre et voilà. Donc on a la fréquence haute, la fréquence basse. Bon, si on a envie de rejeter un signal, on peut se déplacer ses curseurs et les adapter à la bande de réception que l'on veut. Quand on passe en émission, il est bon de s'entendre également, de laisser le récepteur en marche. Donc on a un niveau audio ici qu'on peut modifier
En fait, c'est le niveau audio du récepteur lorsqu'on est en émission. Parce qu'en général, on n'aime pas que ce soit trop fort. Parce que s'entendre sa propre voix décalée de quelques centaines de millisecondes, c'est très troublant. On a vite fait de bégayer. Mais il est toujours intéressant de l'entendre parce que ça permet de vérifier, de contrôler, mais que son émission se passe bien dans le satellite. Et puis en plus, ça permet à des correspondants de nous appeler au moment où on parle, et de revenir par-dessus pour nous envoyer un petit message rapidement. Voilà, donc il y avoir un petit fond audio de sa propre audio qui revient du satellite, c'est intéressant. Et on ajuste le niveau ici. Donc en mode de réception normale, on prend le curseur de gauche. En mode d'émission, lorsque nous émettons sur même, c'est le curseur de droite. Voilà, j'en ai fini. Non, il reste le petit bouton là-bas en haut. Ça, c'est le petit bouton pour les flemmards. Lorsqu'on veut se placer sur une fréquence de réception audio qui est précise, en général, on se donne rendez-vous par des pas de 10 kHz. Eh bien, il suffit d'appuyer sur les 4 zéros là. Eh bien, le système va aligner les 4 zéros. Tac, voilà, il vient de le faire. Il met 4 zéros sur la fréquence de réception, les 4 derniers chiffres. En fait, on se cale en réception sur le multiple des 10 kHz le plus près du curseur audio, là où se trouve le curseur audio à l'heure actuelle. Voilà, c'est un petit gadget qui facilite la manipulation du récepteur, que l'on fera bien sûr à la souris. Un dernier paramètre important, c'est la bande de fréquence. En fait, ici, on voit QO100 down. En fait, c'est le choix de la bande d'écoute. Donc, c'est satellite QO100, la voie descendante, donc autour de 10 Go4. Vous voyez que si on ouvre cette fenêtre, eh ben, on peut faire du 80 mètres, du décamétrique, etc. J'ai mis la bande des 2 mètres, la bande des 50 mégas. QO100 up, on peut écouter, s'écouter. Ça, c'est intéressant justement avec un hack RF. C'est qu'on peut écouter son émission sur la voie de réception. Ben voilà, on peut, comme l'émetteur et les récepteurs se trouvent l'un à côté de l'autre, on peut écouter son émission. Ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, avec une clé RTL SDR qui ne fonctionne pas à 2 Go 4. La clé RTL SDR peut être utilisée pour QO100 parce qu'en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, on travaille à 700 mégas, 739 mégas par là. Là, la clé RTL SDR fonctionne. La petite clé à moins de 20 euros. Si on veut écouter son émission, c'est pas possible de l'écouter en direct. Voilà. Là, on peut, en se mettant sur QO100 Up, on peut écouter son émission parce qu'on est programmé pour un SDR de type hack RF. Sur la partie gauche de l'écran, on a quelques petites fenêtres qui nous donnent des paramètres intéressants pour la réception encore. Alors, cette courbe en dents de scie. En fait, il y a deux courbes. Une courbe bleue qui s'appelle Audio In et une jaune Audio Play. En fait, le flux audio qui nous arrive de l'Orange Pi en réception, il remplit un buffer et ici c'est l'index en vert de chargement de ce buffer. Quand la ligne verte est bien droite, ça veut tout simplement dire que l'on remplit correctement à un rythme continu et stable le buffer. Ça veut dire en d'autres mots que la liaison entre l'Orange Pi et votre PC se passe bien, elle n'est pas surchargée par autre chose sur le réseau. Votre réseau LAN fonctionne d'une façon fluide. Voilà. La courbe jaune qui suit décalée de quelques millisecondes, en fait, c'est la courbe qui montre comment l'on lit le buffer pour générer l'audio que vous écoutez. Là, voilà, on va la mettre en route. Voilà. Cet audio-là, eh bien, elle est lue par le buffer jaune. Ça veut aussi dire, donner une information. Si la ligne est stable et bien linéaire, ça montre que bien votre PC tient le coup. Il arrive à étaler la charge de travail, il n'est pas occupé par autre chose. Parce que vous pouvez peut-être avoir d'autres applications qui tournent sur votre PC au même moment et qui seraient gourmandes en puissance de calcul. Donc il est intéressant de voir que ça se passe bien. Normalement, vous l'entendez à l'oreille si vous n'avez pas une sortie fluide des échantillons. Alors il y a un petit décalage entre les deux, on ne peut pas le faire trop long parce que entre l'écriture dans le buffer et la lecture des données dans le buffer, pour ne pas mettre trop de retard, on a déjà suffisamment de retard avec le signal qui monte au satellite, qui redescend du satellite, on ne va pas encore en rajouter pour absorber d'éventuels écarts de débit. On a quelques millisecondes de retard, voilà, mais le système s'adapte automatiquement en fait pour suivre l'entrée des échantillons.
À droite, on a, bien, on va déplacer le curseur audio, c'est des choses, voilà. Voilà, on a un petit zoom des voix vidéo, des voix du spectre, hein, du spectre HF. Voilà, on a un petit zoom et on voit un peu, ça peut permettre de se caler. On voit à moins 2, moins 4 kHz, plus 2, etc., plus 4 kHz autour de la voix audio. Ici en dessous, on a le spectre audio, tout simplement entre 0 et 4 kHz du spectre. Bon, ça permet de donner un report à votre correspondant, lui dire est-ce qu'il a son spectre qui est correctement étalé, est-ce qu'il n'est pas trop étalé, parce que parfois il y en a qui ont tendance un petit peu à dépasser les 3 kg de bande nécessaire à la BLU. Et puis là, une représentation temporelle. Ici, les fréquences qui nous intéressent, qu'on a mis en mémoire dans la configuration. Donc, il y a un fichier de configuration dans lequel on peut rentrer des fréquences fixes qui pourraient nous intéresser. Le bouton Store qui permet de stocker, par exemple, la fréquence actuelle. Si je veux la stocker, ben voilà, toc, elle est faite, elle est stockée. Je peux lui donner un nom également. Un S-mètre. Ici tout en haut, vous avez un petit voyant qui est vert. Eh bien, celui-là veut simplement dire, quand il est vert, que les données s'échangent correctement entre l'Orange Pi et votre PC, l'Orange Pi de réception. Au démarrage, il est rouge, puis il passe orange au début des échanges, et puis il passe vert. En cas de difficulté, ça peut arriver que les browsers ne démarrent pas toujours correctement, eh bien, il y a un petit bouton ici qui se permet de relancer la page pour relancer le chargement global de la page web et puis remettre tout d'équerre. Alors, il y a encore quelques petits boutons là, ce petit bouton RX Gain. Alors, en fait, ça permet de positionner les gains du HRF ou du RTLDR, SDR, ça dépend. On a un petit log qui nous dit en gros, est-ce que les échanges de données, plus de détails sur les échanges de données entre le récepteur, l'Orange Pi et le PC, et l'émetteur et le PC se passent bien. À présent, retour en plein écran pour étudier le spectre de réception. Alors, nous avons ici l'axe des fréquences, donc la bande des 500 kHz moins 250, le centre qui se trouve ici, et plus 250 kHz qui se trouve ici. Voilà, donc l'échelle des fréquences. Nous avons les amplitudes de réception. Alors ici, on voit très bien une bonne balise. Hein. En dessous, il est même marqué beacon. L'autre bout de la bande, il y a également une balise transmise par le satellite. Et il y en a une en plein milieu, c'est la fréquence centrale. Et on ne la voit pas. Eh bien, ceci, c'est tout à fait normal. En fait, c'est le problème des démodulations complexes avec des récepteurs. On a la voie gauche et la voie droite, ou la voie I et la voie Q, etc. Bon, enfin, la fréquence centrale de démodulation du spectre. Mais la fréquence centrale, elle est très mal traitée, si je puis dire. À cause des écarts dans les différents canaux, les deux voies complexes de traitement, et bien des écarts d'amplitude et de phase, eh bien, on a souvent des défauts qui sont présents sur cette fréquence centrale. On les enlève en mettant un filtre passe-haut qui finalement rejette c'est le signal continu qu'on peut avoir au niveau de la fréquence centrale. Donc c'est un rejet pur et simple de cette fréquence par un filtre passe-haut qui fait que bien on ne voit rien. Alors si vraiment on est intéressé par cette balise, on se décale la fréquence centrale et elle apparaîtra immédiatement. Hein. Si je m'amuse par exemple à modifier la compensation en fréquence, tac tac, et hop voilà, elle apparaît, j'ai décalé de 3-4 kHz. Et là, elle apparaît ici. Elle apparaît la fréquence centrale. Bon, on va revenir se recaler parfaitement en fréquence. Le système automatique le fait, hein, mais il prend un certain temps pour y arriver. Les fréquences qu'on a ici, le tableau de fréquences qu'on a ici, on le retrouve ici au niveau des petits marqueurs. Ça permet de retrouver, par exemple, les QSO, FR, ce petit marqueur que j'ai marqué là, parce qu'il y a énormément de QSO en langue française dans ce coin-là. La Emergency, c'est la fréquence réservée pour les secours. Hein. Donc, bien sûr, on ne met pas sur cette fréquence-là, sauf en cas de besoin de secours, bien sûr. Voilà, en zone verte, c'est plutôt la zone préférentielle ici pour tout ce qui est trafic en BLU classique. De même ici, là, dans ces zones-là, c'est plutôt des zones où on fait plutôt des transmissions numériques.
Alors si on y va et qu'on va un peu écouter, on va sûrement entendre des 1 et des 0 passer. Voilà, on entend différentes modulations. Alors il y a plein de modulations différentes, hein. Bon, il faut avoir les décodeurs qui vont bien pour décoder ces différentes transmissions numériques. Voilà, et on va revenir plutôt à la phonie en BLU. Des OMDL qui ont participé largement à la création de ce satellite et qui sont très nombreux sur le satellite QO100. Ah oui, alors la zone de waterfall en dessous en bleu, où on a l'historique, on a en luminosité les amplitudes et l'historique. Voilà, on peut régler les paramètres de dynamique, voilà, on a un peu des petits curseurs pour modifier la dynamique, voilà, si on aime bien colorer, on peut colorer. Dans la zone d'amplitude et fréquence, on peut modifier les échelles. Et on a également une petite fonction de Moyen-Âge, parce que voilà, si on prend les spectres instantanés, c'est quand même très bruiteux, c'est casse-pied, c'est pas très joli. On reçoit environ une dizaine de spectres par seconde. Maintenant, passons à la zone des paramètres d'émission. On peut changer la fréquence d'émission simplement en déplaçant le curseur avec la souris. Voilà. En fait, c'est ce qu'on fait jamais, parce qu'il est beaucoup plus simple en général de caler l'émetteur sur le récepteur. Donc on clique RX sur TX et automatiquement le TX va rejoindre la fréquence du récepteur au décalage près imposé par le satellite entre la voie montante qui est à 2 GHz et la voie descendante à 10 GHz. On choisit ici la bande de fréquence. Alors là, j'ai mis 2 mètres et QO100 up. QO100 up, c'est ce qu'on utilise tout le temps. 2 mètres, c'est simplement pour faire des essais avec le HRF en émission. Alors, on a aussi une correction en fréquence. Une petite correction en fréquence parce que eh bien, il n'est pas impossible que notre HRF n'émette pas exactement à la fréquence 2 GHz 323 comme il l'affiche. À l'erreur de quartz qui se trouve à l'intérieur, bon, c'est un quartz compensé en température, mais il peut y avoir une petite erreur, donc cette erreur, on peut la compenser ici, de quelques hertz. Mais comment la connaît-on? Eh bien, c'est là que nous va utiliser ce petit générateur de sinus à 800 Hz. On fera la démo tout à l'heure. En fait, si on enclenche un sinus à 800 Hz en émission, on va vérifier qu'à la réception, on a bien du 800 Hz et ça nous permettra de nous recaler l'émission, de compenser si besoin en faisant tourner la molette de l'émetteur. Ici, on fait tourner la molette, on peut faire changer les chiffres pas de 1 Hz, 10 Hz ou 100 Hz. On peut également, pour des aspects de réglage, faire de ce qu'on appelle le bon vieux générateur de tons. Donc avec une fréquence 500 Hz et 1900 Hz, si on émet deux sinus avec la même amplitude, ça va nous faire une seule et même sinus en termes d'amplitude en sortie HF. Ça permet de vérifier la linéarité des émetteurs et surtout des amplificateurs HF. Voilà, c'est un bon système. Aussi, quand on analyse le spectre à la descente, ou même à la montée, on vérifie qu'on n'a que deux émissions, deux raies, et non pas des raies produits entre les deux, des raies supplémentaires. Alors vous pouvez voir ici que vous avez en fait l'aspect temporel du signal. L'émission, voilà, simplement le sinus. Si je mets mon micro, je ne suis pas en train d'émettre, mais simplement je prépare mon signal. Si je passe en micro, voilà, il y a ma voix qui passe là. Je siffle, voilà. Et j'ai également l'analyse spectrale sur la droite de mon signal d'émission. Voilà les signaux qui sortent de mon micro et qui sont envoyés vers le HRF d'émission. On a le volume d'émission. Alors, on peut ajuster le volume en manuel en se mettant en bas, mais le mieux, c'est de passer en auto. Ça nous permet d'avoir le signal audio qui est bien calibré pour entrer au maximum acceptable par le HRF et éviter de surmoduler qui fait des l'écrêtage. En fait, ça fait plein de choses affreuses. D'ailleurs, si on s'amuse à le faire et de passer en mode manuel et en poussant le gain, eh bien, on voit que notre spectre d'émission devient bien pourri. Voilà, on peut écouter sa voix audio aussi en local si on a envie. Voilà. Ça fait un beau Larsen parce que j'ai mon niveau d'audio qui est trop fort. Et si j'appuie sur le bouton Audio TX, je vais passer en émission. Juste pour terminer, les gains du HRF, c'est l'adresse IP de l'Orange Pi du récepteur ici. L'adresse IP de l'Orange Pi qui gère le SDR d'émission.
Une petite info encore sur cette LED verte ici. Quand c'est vert, ça veut simplement dire, comme pour la réception, là on est dans le cadre de l'émission, que les échanges de données entre l'Orange Pi et votre PC se passent bien. En gros, que tous les échantillons du microphone arrivent bien vers l'Orange Pi et les paramètres, etc. Il est grand temps maintenant de faire une démonstration de la partie émission au complet. Alors, on va se caler déjà, premier essai. Le récepteur sur une zone, bon voilà, il n'y a personne. On clique en haut à droite, RX vertic, tac, voilà, le curseur orange pointillé, c'est calé sur donc le curseur d'émetteur, c'est calé sur le récepteur. On va générer un sinus à 800 Hz pour vérifier qu'on est bien l'un sur l'autre, bien calé en fréquence. Et voilà, on passe en émission, voilà, sinus 800 Hz, et on va vérifier. Ici, dans la fenêtre qui est là, on a le maximum qui s'affiche. Le maximum est estimé autour de 861 Hz. Bon, c'est bon, hein. On n'a pas bricolé pour quelques dizaines de Hz. On est bien calé entre l'émission et la réception. On voit ici le signal qui est bien monté sur le spectre de réception. Donc, mon signal d'émission émis à 800 Hz. Voilà, qui est émis vers le satellite QE100. Et nous avons le retour en live. Voilà, on repasse en position micro, voilà, et c'est bon. Et maintenant, on peut faire CQ, 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 Q100, CQ Satellite, Florida 1 Alpha Tango Bravo Calling, Foxtrot 1 Alpha Tango Bravo Calling, allo CQ, CQ, Foxtrot 1 Alpha Tango Bravo Calling and Standing by. J'en ai fini avec cette vidéo sur l'interface Home Machine de Remote SDR. J'espère que cela vous aura donné envie d'exploiter cette application. Et bien sûr, pour avoir plus d'informations, des détails, les sources, vous pouvez tout simplement aller sur le site f1atb.fr. Vous y trouverez toutes les informations. 73, merci à tous et encore bon QSO en utilisant Remote SDR.